Imaginé par Binge Audio. On ne le dira jamais assez. Plus qu'un programme précis, l'extrême droite, c'est une vision du monde. Un imaginaire partagé, pas toujours cohérent, mais constant et surtout très adaptable, qui se glisse parfaitement dans les usages d'une époque pour y dérouler ses thèses. C'est ce qui explique par exemple la facilité avec laquelle les courants les plus radicaux de la droite se sont convertis au web social, au réseau, au mème, au shitposting et autres héritages de la culture LOL. Et tant pis si les références et les obsessions de ces nouveaux acteurs parapolitiques ne sont pas toujours méga actuels. Un mème sur les Templiers ou sur Jeanne d'Arc, ça reste un mème. Car en plus de bien maîtriser son époque, l'extrême droite connaît ses classiques et son passé sur le bout des doigts, ce qui la rend d'autant plus complexe à appréhender quand on est historien, comme le sont celles et ceux qui ont signé l'excellent ouvrage Nouvelle histoire de l'extrême droite aux éditions du Seuil, dirigé par Baptiste Roger-Lacan, notre invité pour cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Quand on s'intéresse aux rapports très spéciaux qu'entretient l'extrême droite avec l'histoire, il y a un nom qui revient très souvent. C'est celui de Jacques Bainville. Une référence pour le moins vintage, puisque Bainville est né en 1879 et est mort en 1936, ce qui lui a tout de même laissé le temps d'être une des figures majeures de l'action française et de l'extrême droite anti-républicaine et antisémite de l'entre-deux-guerres, et un historien très très lu. Son Histoire de France, édité chez Fayard par un autre historien d'extrême droite, Pierre Gaxotte, a été un énorme succès et continue de se vendre. Surtout, son influence est telle qu'on peut retrouver des références à sa vision de l'histoire jusque dans des discours assez récents. Bainville disait que ce qui était remarquable chez Jeanne d'Arc, François Fillon, Premier ministre, le 4 décembre 2009. ça n'était pas d'avoir délivré Orléans, mais d'avoir reconnu le dauphin et d'être tombé à genoux devant lui. Je crois effectivement que l'identité française se reconnaît à ce dialogue de l'orgueil et de l'abnégation. Alors qu'est-ce qui fait qu'un historien issu de l'action française, antisémite et anti-républicain, proche de Charles Maurras et surtout mort depuis près d'un siècle, continue de revenir dans les bouches et dans les thèmes de la droite et de l'extrême droite? C'est ce que j'ai demandé à mon invité, l'historien Baptiste Roger-Lacan. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que Jacques Bainville, si on fait une pure sociologie de l'organisation Action française, entre la fin de la Première Guerre mondiale et les années 30, Jacques Bainville s'autonomise, en fait, très vite, parce qu'il connaît une série de succès éditoriaux qui lui donnent une surface médiatique et éditoriale unique au sein de l'action française. Ça, c'est la première chose. Et qui fait qu'en réalité, à partir du début des années 20, il dirige sa propre revue, qui appartient à la nébuleuse maurassienne, mais qui s'appelle la Revue Universelle. Il collabore à plusieurs journaux en dehors de l'Action française. Moi, j'étais tombé par sur des notes DRG qui suggéraient qu'il voulait partir. J'ai pas trouvé d'autres confirmations, donc c'est difficile à dire. Mais en tout cas, ce qui est très clair, cette note, ce qu'elle marque, c'est le fait qu'il est très nettement autonome. Cette autonomisation, elle se retrouve aussi formellement. Bainville n'écrit pas comme Maurras et Daudet. Daudet, c'est Léon Daudet, une autre figure importante de l'action française. Si je dois caricaturer, Daudet est infiniment plus lisible que Maurras, qui est vraiment un pensum à lire. Si quelqu'un vous dit que Maurras, quelle plume, c'est juste qu'il n'a jamais lu Maurras. Mais Maurras, comme Daudet, sont des vrais pamphlétaires. C'est-à-dire que leur rapport à l'écriture journalistique, à l'éditorial, est violente, elle est injurieuse. Dans le cas de Daudet, elle peut beaucoup passer par l'ironie, par le sarcasme d'ailleurs, plus que par l'ironie. Et elle est marquée par l'hyperbole. C'est une écriture qui est hyperbolique en permanence. Bainville n'écrit pas du tout comme ça. Au contraire, il a une écriture qui est très léchée, un style en un sens beaucoup plus classique que celui de Maurras, beaucoup plus balancé. Il recourt très peu à l'injure, il recourt très peu à l'humour. Il y a de l'ironie, mais il n'y a pas beaucoup de sarcasme. Et, il faut le constater, il recourt beaucoup moins, pas du tout, mais moins que les deux autres, à l'insulte, notamment antisémite. Il y a des sorties antisémites de Bainville, mais relativement, c'est pas comparable en termes de chiffres. Donc,
tout ça aboutit au fait que Bainville, dès les années 20, s'impose comme un auteur dont la surface médiatique va beaucoup plus large que les simples milieux du nationalisme radical et du royalisme. Ça devient un auteur qui est lu dans les milieux conservateurs, qui est lu dans les milieux libéraux, et notamment parce qu'il devient l'historien de la nébuleuse maurassienne. Ensuite, il y aura lui et Pierre Gaxotte, ce que l'Action française n'avait pas vraiment avant 1914. Il y a vraiment une recherche. Avant 14, ils arraisonnent beaucoup d'historiens. À partir des années 20, ils ont Bainville, Gaxotte, dans une moindre mesure, parce qu'il est moins connu, mais Marie de Roux, enfin bref, il y en a d'autres, mais Bainville devient la tête de gondole intellectuelle de cette école qu'on appelle l'école capétienne, d'historiens, membres ou compagnons de route de l'Action française. En réalité, le véritable artisan de cette école, c'est plutôt Pierre Gaxotte, qui dirige la collection dans laquelle ils sont édités. Et donc ça, notamment avec l'histoire de France, avec son Napoléon, évidemment avant ça, avec les conséquences politiques de la paix, Bainville fait des succès éditoriaux monumentaux. Son histoire de France, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le premier ou le deuxième livre d'histoire le plus vendu en France au XXe siècle. Donc ça vous donne une idée, une mesure de son succès, sachant que le Napoléon n'est pas très loin. Pour le Napoléon, il prend un avaloir de 100 000 francs. C'est énorme pour l'époque. Donc c'est vraiment colossal. Il emporte d'ailleurs tous ses historiens avec lui. Pierre Gaxotte, avec sa Révolution française qui sort 4 ans après l'histoire de France, il s'achète un appartement. Donc c'est vraiment des succès impressionnants. Et donc c'est des livres qui sont lus bien au-delà des milieux maurassiens. Donc ça, c'est un peu la première chose. La deuxième, c'est que Bainville meurt en 1936. Donc contrairement aux autres, il a eu le bon goût de mourir en 1936, exactement. Dit William Blanc. Contrairement aux autres, il échappe complètement. Il n'est pas actif pendant la Seconde Guerre mondiale, pour cause. Et donc, il ne fait pas partie des chefs de l'Action française qui soutiennent le régime de Vichy jusqu'au bout et qui sont condamnés en 1945. Le seul qui s'en tire autant, c'est Pierre Gaxotte, qui s'éloigne complètement, qui n'écrit quasiment pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Il arrête complètement d'écrire début 1941 et il se tient complètement à distance. Et en plus, la Gestapo essaie de l'arrêter en 1944. Donc lui, il peut vraiment prétendre qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Pierre Gaxotte échappe si bien à l'opprobre qu'il sera élu à l'Académie française en 1953. Il y siégera jusqu'à sa mort en 1982 et se fera notamment connaître pour son opposition farouche à l'entrée des femmes ou des hommes de couleur dans la vénérable institution. Mais bon, Bainville échappe complètement à ça. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, il reste en réalité une référence pour toute une génération qui l'a lu jeune ou moins jeune d'ailleurs dans l'entre-deux-guerres et qui continue à passer Bainville. Et en réalité, moi, le seul moment où je constate, j'ai pu avoir accès aux archives de Fayard et tout, on constate un petit trou dans les ventes de Bainville, c'est dans les années 70, où là, vraiment, il marque un petit peu le pas. Mais c'est très bref, et à partir des années 90, ça repart. Ça repart notamment dans les années 2000 avec une réédition du Napoléon chez Gallimard. Et donc, Bainville reste un espace, un auteur qui, pour le coup, fait l'union, ou voit converger autour de lui beaucoup de lecteurs, qu'ils soient d'extrême droite ou de droite. Je pense par ailleurs, c'est plus que suggéré, c'est dit par Julian Jackson dans sa très bonne biographie de De Gaulle, que s'il y a un Maurassien qui a une influence vraiment sur De Gaulle, c'est pas Maurras, c'est pas Daudet, c'est Bainville. On retrouve quand même très nettement dans la lecture très historiciste qu'a De Gaulle des affaires étrangères, cette idée qu'il y aurait des lois de l'histoire qui s'appliqueraient, que ces lois s'expriment notamment dans le domaine diplomatique, qu'il y a quasiment une physique diplomatique et des relations internationales qui gouvernent complètement l'action des gouvernements. Ça, c'est quelque chose qui est très présent chez Bainville, qu'on retrouve quand même beaucoup chez De Gaulle, avec chez les deux d'ailleurs toujours, c'est aussi cette idée qu'une parfaite connaissance de l'histoire et de ces lois permettent d'agir au moment décisif. Donc je pense qu'il y a par ailleurs, pour plein de lecteurs et de militants de droite qui ont été socialisés politiquement avec le gaullisme triomphant, des jeux d'écho. C'est-à-dire qu'en fait, Bainville ne choque pas de ce point de vue-là. À nouveau, par ailleurs, dans ses livres d'histoire, on trouve peu de remarques qui marquent vraiment son appartenance à l'Action française. Alors, il faut savoir il faut savoir les décoder. Et donc, je pense que ça aussi, ça explique sa continuité. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une stratégie éditoriale
toute bête, c'est que qu'il s'agisse, ces éditeurs contemporains, de Gallimard ou de Talandier, qui sont par ailleurs de très bonnes maisons d'édition et de très bonnes maisons d'édition d'histoire, si je dis pas de bêtises, ne mentionnent pas sur le quatrième de couverture qu'il a été membre de l'Action française. La même chose vaut pour Gexot. On mentionne qu'ils ont été à l'Académie française, donc l'autre AF, mais pas à l'Action française. Donc pour toutes ces raisons, Bainville survit dans le temps et j'ai envie de dire que jusqu'aux années 2000, c'était relativement, si je puis dire, inoffensif. À mon avis, ça permettait d'expliquer beaucoup de réflexes un peu bécassons d'une partie de notre corps diplomatique. Une certaine lecture des affaires étrangères qui était assez spécifiquement française. Je pense qu'on sous-estime l'influence qu'a eu Bainville sur la manière dont une partie de nos élites lisent les affaires internationales. Donc voilà, jusqu'au début des années 2000, je pense que Bainville, je ne sais pas si c'était inoffensif, mais c'était moins actif. Je pense que depuis les années 2010, c'est un vrai cheval de Troie. D'une extrême droite mouvementiste, pour le coup, ça, c'est moins la nébuleuse du RN à proprement parler que notamment l'Action française, qui existe toujours, que tout un ensemble de groupes qui viennent former, alors c'est pas des bataillons immenses, mais qui viennent former quand même plusieurs milliers d'étudiants, notamment, pas seulement, mais quand même beaucoup d'étudiants, de lycéens chaque année. C'est un point d'entrée, c'est un petit peu comme dans l'imaginaire de prohibitionniste pour les drogues dans les années 70, c'est un peu l'équivalent du cannabis qui vous amènerait à l'héroïne. Vous commencez par Jacques Bainville et quelques mois plus tard, vous lisez des digests de Maurras, parce qu'une fois de plus, Maurras est divisible, mais vraiment, vous frottez à Maurras. Donc voilà, je pense que c'est la place particulière de Bainville. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une continuité entre le statut de Bainville dans les 15 dernières années de sa vie, en gros les 16 dernières années de sa vie, de 1920 à 1936, et sa mémoire et ses usages après. Et d'ailleurs qui se mesure au fait qu'il y a très peu de polémiques autour de Jacques Bainville. Maurras est l'objet encore de polémiques. Bainville, pas du tout. Il passe plus inaperçu. Complètement. Un autre aspect qui est très intéressant par rapport à la génération actuelle de l'extrême droite, notamment la génération des militants les plus jeunes qui viennent plus, donc, notamment les identitaires, de voir à quel point ils se nourrissent d'une espèce de fascination pour l'histoire. Mais une histoire bien particulière qui est évidemment celle des batailles et des grands hommes, du roman national sans cesse renouvelé. On avait fait un épisode avec André Loez sur cette question en particulier. Quelle lecture vous avez, vous, en tant qu'historien, de justement cette appétence pour cette simili-pseudo-histoire dans ces courants-là? Aujourd'hui, je pense que ça vient quand même comme toujours avec une recherche d'archétypes et en creux quelque chose qui croise en fait un concept qui à mon avis est vraiment très pertinent pour analyser l'histoire de l'extrême droite, qui est la notion de rétrotopie, et qui est un concept qui a été forgé par Zygmunt Bauman. En gros, il thématise l'idée que le XXIe siècle serait traversé par des rétrotopies qui nieraient doublement le concept d'utopie, à la fois parce qu'elle nierait la notion même de progrès, qui est au cœur de l'utopie. L'utopie, c'est l'idée d'un progrès continu et infini, en réalité. On tend vers quelque chose qui, par essence, ne peut pas complètement se réaliser, mais dont on se rapprocherait en permanence, qui tend vers le futur, là où la rétrotopie, au contraire, identifie dans le passé des perfections spatio-temporelles, si je puis dire. Et je pense que dans le travail sur n'importe quel mouvement d'extrême droite, il faut passer à un moment ou à un autre par une réflexion sur quelle est la rétrotopie de ce mouvement. Et donc, ça passe forcément par une réflexion sur quelles sont leurs obsessions historiques, et ça passe par des archétypes, par des grandes figures, par des grandes dates qui viennent border cette vision du passé, qui peuvent varier. Ce qu'on montre dans la nouvelle histoire de l'extrême droite, c'est typiquement, par exemple, même pour prendre le 19e siècle, les légitimistes et les catholiques intransigeants, qui sont pourtant très proches, qui combattent très souvent côte à côte, qui peuvent se confondre, ne fantasment pas le même passé. Pour les catholiques intransigeants, c'est le Moyen-Âge, qui est pour eux le dernier moment où la civilisation a été parfaitement, absolument chrétienne, construite autour de l'Église catholique, avant la catastrophe de la Réforme. Pour les légitimistes, c'est quand même beaucoup plus l'Ancien Régime, abattu donc en 1789. Mais en réalité, ça va jusqu'à aujourd'hui. Je pense que la rétrotopie que vend le Rassemblement national, qui est en gros la France de Georges Pompidou, enfin une certaine idée de la France de Georges Pompidou,
n'est pas tout à fait celle que vendait Jean-Marie Le Pen, qui oscillait beaucoup plus entre soit le fantasme de l'Empire et d'un monde dans lequel tout le monde connaissait notamment racialement sa place, ou Vichy. Donc, même dans le temps, ça peut évoluer au sein d'un parti, et puis même spatialement, ça peut évoluer au sein d'un parti. Enfin, ça peut évoluer au sein de cette mouvance. Je pense que la rétrotopie qu'on voit dans Trump 2, en tout cas dans son entourage, est indissociable, à mon avis, de l'Amérique des années 50 et du début des années 60. C'est-à-dire qu'il y a quand même le fantasme d'un monde dans lequel les hommes blancs, pas latinos, pas noirs, dominent complètement la société américaine. Il y a quand même un monde dans lequel les femmes sont ramenées à leur rôle supposément naturel au sein du foyer, où les non-blancs connaissent leur place, qui n'est pas égale aux blancs, et où en même temps, il y a une projection vers le futur. C'est-à-dire que moi, je pense que, et c'était très frappant au moment où Elon Musk était au cœur du système, je pense que l'obsession pour la conquête spatiale, elle parle de ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, dans cette rétrotopie-là, il y a cette idée que les Américains imaginaient un futur qui ressemblait beaucoup plus au futur dans les années 60 que dans les années 2010. Et que c'est ça qu'il faudrait retrouver, et que ça passe par ailleurs par la restauration d'une société dans laquelle la gauche et les libs sont minoritaires et ont peur, où les Noirs et les Latinos n'ont pas voix au chapitre et ont peur, et où les femmes sont largement exclues du monde professionnel. Donc, c'est toujours un truc, et ça s'est vraiment venu en élaborant le livre, et j'aimerais creuser cette dimension-là, mais je pense que cette notion de rétrotopie, elle est très utile pour... Enfin, je pense que si vous voulez comprendre un mouvement d'extrême droite, il faut essayer... Il y a plein d'autres choses à faire, mais dans les choses à faire, il y a quand même essayer de saisir quelle est sa rétrotopie. Et ça passe toujours par des grandes figures. Ils ne vont pas faire de l'histoire sociale et de l'histoire culturelle. Ça passera quand même souvent par en fait, des figures archétypales et héroïques, ou anti-héroïques, c'est-à-dire des ennemis à combattre. Ça s'accompagne aussi, cette fascination pour l'histoire, pour l'histoire, entre de très larges guillemets, en tout cas cette fascination pour le passé plutôt, par un rejet, voire une haine, parfois pour les historiens, et pour la recherche, pour la science historique. Ça a aussi ce sentiment-là qu'on retrouve d'ailleurs dès Bainville qui disait qu'il n'aimait pas l'histoire et qu'il avait détesté l'histoire telle qu'elle était enseignée à l'école. On la retrouve encore aujourd'hui, ça existe encore, ça. Alors, je pense qu'on est sur la ligne de front, parce que on est sur ces questions-là, on vient contester leurs récits, on vient par ailleurs étudier leur mémoire, donc on vient aussi déplier des choses. Ça, c'est jamais agréable d'être observé, donc je pense qu'il y a ça. Puis par ailleurs, effectivement, on est de facto, alors ça dépend qui, comment, mais il y a beaucoup d'historiens qui sont montés au créneau au cours des 15 dernières années, d'ailleurs, quelle que soit leur opinion politique de départ, mais qui ne sont juste pas de cette famille politique-là, qui sont montés au créneau pour contester certains usages qui sont faits du passé par l'extrême droite. Pour comprendre les lectorats d'extrême droite en France, mais ça s'applique quand même dans un certain nombre de pays européens occidentaux en général, il faut voir que, à la différence de ce qui a pu être très structurant dans l'imaginaire du mouvement ouvrier qui était un « eux » populaire et un « nous » dominant, il y a quelque chose qui appartient plutôt à l'idée qu'il y aurait un « nous » entouré par deux « eux » au-dessus des dominants, qui sont soit, en gros, la bourgeoisie d'argent, soit la bourgeoisie du diplôme, et en dessous, des pauvres encore plus pauvres, souvent issus de l'immigration. Et donc voilà, il y a cette idée vraiment qu'il y a ces deux groupes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a une forme de résignation quant à la bourgeoisie d'argent. Alors, qui peut parfois, en plus, être teintée d'une forme de fascination, c'est-à-dire l'idée qu'il joue une fonction dans le système qu'il faudrait défendre ou restaurer, et qu'il est possible, par le travail, d'aller là, si le travail payait vraiment et qu'on n'était pas parasité. Par contre, au sein du bloc bourgeois, de ce « eux » d'en haut, la bourgeoisie du diplôme, elle est vraiment vécue comme un groupe parasitaire. Et il y a une vraie détestation pour les intellectuels, qui n'est pas nouvelle à l'extrême droite. Le terme d'intellectuel naît pendant l'affaire Dreyfus comme un terme dérogatoire, donc c'est pas neuf. Elle s'est beaucoup reconfigurée au cours des 15 dernières années, avec cette idée que les profs, les chercheurs, ça peut s'étendre d'ailleurs aux juges, enfin, il y a un certain nombre aux journalistes, un certain nombre de catégories socio-professionnelles qui sont bien identifiées, qui sont à la fois identifiées comme tous, j'allais dire à gauche, mais eux ils diraient tous gauchistes, tous militants, biaisés,
et par ailleurs paresseux. Il y a quand même cette idée qu'on ne travaille pas vraiment. Et donc je pense que les historiens, c'est juste en ce moment une des figures très visibles de cette détestation. Mais je pense, alors je me trompe peut-être, mais je pense qu'on est par ailleurs quand même moins détesté que d'autres figures. Je pense que le sociologue est encore plus ciblé, parce qu'en plus ça c'est vraiment repris par les têtes de parti. Je pense que les juges le sont encore plus, et je pense que les journalistes le sont encore plus. Donc pour dire les choses un peu vulgairement, on se fait cartonner, mais je pense qu'en fait en réalité un peu moins. Alors même que paradoxalement, je pense qu'on est beaucoup sur la ligne de front. Genre voilà, il y a beaucoup d'historiens qui ont écrit ces dernières années sur les imaginaires qui sont promus, d'ailleurs pas seulement par l'extrême droite, par le bloc de droite, puis on a certains qui écrivent aussi sur les manipulations qui peuvent venir du centre et de la gauche radicale. Il y a ces deux éléments-là. Il y a le fait qu'on vient contrer leur discours et qu'en plus on fait d'eux des objets d'étude, et ça passe pas, mais ça vaut aussi pour les sociologues et pour les politistes. Et puis il y a le fait que je pense qu'on appartient aussi, sociologiquement, on est identifié comme un ennemi de classe presque. Merci à Baptiste Roger-Lacan pour ses réponses. Je rappelle qu'il a dirigé la très recommandable Nouvelle Histoire de l'extrême droite, disponible aux éditions du Seuil. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, une marque Urbania. C'est Paul Berthiaud qui a réalisé cet épisode, préparé comme toujours par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.